À Paris, les Européens semblaient très confiants que les Américains allaient leur offrir une garantie pour le déploiement de troupes européennes en Ukraine. En d'autres termes, s'ils envoyaient des troupes en Ukraine, et non pas si, mais quand, les Russes les anéantiraient, alors les Américains interviendraient. Mais cette hypothèse ne sortait pas de nulle part. Il semble que les États-Unis aient délibérément laissé cette impression avant de se rétracter. Cela soulève donc une question. Pourquoi? L'administration Trump essaie-t-elle d'encourager les Européens à envoyer des troupes, même s'ils ne seront pas protégés? Encore une fois, s'agit-il d'un effort pour mettre fin à la guerre, ou veulent-ils simplement pousser les Européens à prolonger le conflit dans une nouvelle phase? Non, en fait, je pense que je vais d'abord examiner la situation du point de vue de la Russie. Vous savez, quand on voit son ennemi, son adversaire se suicider, il ne faut pas intervenir pour l'en empêcher. Au contraire, il faut l'encourager à continuer. Et c'est ce que je pense que la Russie voit actuellement faire les États-Unis vis-à-vis de l'OTAN. L'une des préoccupations légitimes des Russes jusqu'à présent était qu'une OTAN unifiée représente une menace importante pour la Russie. Maintenant, en observant les frasques Trump et sa provocation de confrontation avec le reste de l'OTAN, et nous avons vu au cours des dernières 24 heures des commentaires de Macron et je crois d'un membre du Parlement français disant « Eh, nous devons nous retirer de l'OTAN, nous devons en sortir ». We need to withdraw from NATO. We need to get out. All of a sudden, the prospects of a Tout à coup, la perspective d'une OTAN désunie et divisée devient très réelle. Si je me plaçais du point de vue des services de renseignement russes, bon sang, je ferais tout mon possible pour encourager cela. Plus il y en a, mieux c'est, car au final, cela nous rendra plus sûrs à long terme. Mais Trump semble agir presque comme un agent de la Russie à cet égard, au lieu de promouvoir l'unité. Il fait ce qu'il peut. Il provoque des confrontations avec le Danemark. Et aux États-Unis, si vous demandez à la plupart des gens de situer le Danemark sur une carte, seuls ceux qui ont vu beaucoup de vieux films hollywoodiens avec Danny Kaye pourraient probablement y parvenir. Tu te souviens de Danny Kaye? C'était cet acteur connu pour avoir chanté cette chanson sur Copenhague, tu sais, ce morceau entraînant. C'était le Danemark. Mais maintenant, le Danemark mobilise la petite force militaire qu'il possède et l'envoie au Groenland pour repousser les États-Unis. Mon Dieu, on dirait un film de Peter Sellers, The Mouse That Roared. Alors si tu es la Russie et que tu regardes ça, tu cries simplement « Remets une bûche sur le feu ». Parce que plus l'OTAN se divise à cause de cette question d'intimidation américaine, mieux c'est pour la Russie. Oui, je pense que c'est une citation attribuée à Napoléon. Il a dit « N'interrompez jamais votre ennemi quand il est en train de faire une erreur ». Et je pense que c'est une bonne raison de ne pas rester trop discret. Mais l'hypothèse, c'est que si la Russie réagit trop fortement, cela ne fera qu'unir les pays occidentaux. Mais si elle recule un peu, tout s'effondrera, et bien de lui-même. Eh bien, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on observe une certaine retenue de la part de la Russie dans l'utilisation, par exemple, du missile Iskander, en ne dépassant pas les frontières de l'Ukraine, en frappant des cibles à l'intérieur du pays, afin de minimiser les pertes civiles, tout en maximisant les dégâts sur les infrastructures ukrainiennes, de sorte qu'elles ne puissent plus chauffer les habitations, ni fournir de carburant aux usines. Donc, pour une dernière question, où va cette guerre maintenant? Parce que nous voyons les lignes de front continuer à se détériorer. Je pense que dans la région de Zaporozhye, c'est plus clair que partout ailleurs, mais il y a aussi une poussée vers le Dnipro
Kharkov et la région de Soumy. Mais avec toutes ces victoires militaires, à mesure qu'elles s'accumulent, il y a aussi davantage de pression sur, comme je l'ai dit auparavant, l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, ainsi que sur sa capacité à produire, à la fois pour l'économie et pour la guerre. Et bien sûr maintenant, comme vous l'avez également mentionné, lorsque le maire de Kiev est mort, Klitschko a encouragé les gens à quitter la capitale. Je veux dire, où vont-ils aller? Je suppose qu'il a dit, plus ou moins, si vous avez un autre endroit où aller. Mais pour beaucoup de gens, cela signifiera quitter le pays. Encore une fois, cela présente, je suppose, de nombreux avantages pour la Russie. D'une part, cela paralyse l'économie. Cela ralentit un peu la société. Cela rend plus difficile pour eux de réellement combattre. Mais en même temps, cela facilite la conquête des villes si elles ne sont pas pleines de civils susceptibles d'être tués. Alors, voyez-vous cela comme une préparation à un affrontement final? Je veux dire, cherche-t-il un effondrement? Parce que ce n'est pas comme si cela pouvait durer éternellement. On dirait que plus il y a de brèches sur la ligne de front, plus les Ukrainiens essayent de les combler avec des réserves. À un certain moment, il n'y aura plus de réserves, et alors toutes les brèches commenceront à céder en même temps. Oui, non. L'Ukraine a clairement un problème de main-d'œuvre. La Russie, elle, dispose d'un excédent de force. Tu sais, ils n'ont cessé de renforcer leurs effectifs. Je pense que le total des forces terrestres russes s'élève maintenant à environ 1,5 million d'hommes, et ils mènent à la fois des campagnes de mobilisation et de recrutement pour porter ce chiffre à plus de 2 millions. Et ce n'est pas seulement pour vaincre l'Ukraine. C'est aussi en vue de la guerre suivante contre l'OTAN, pour laquelle ils se préparent. Cela ne veut pas dire qu'ils vont la mener, mais cela signifie qu'ils sont prêts. Ils anticipent et planifient afin de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 2022, quand ils n'avaient pas vraiment tout prévu. Ils avaient un bon plan A, mais pas de bon plan B, ni de plan C si le plan A échouait. Le facteur inconnu maintenant, la variable qui s'est glissée dans tout ce calcul et en change le résultat, c'est le comportement erratique de Trump. Si Trump cherche la confrontation avec le Danemark à propos du Groenland, cela va accélérer le déclin de l'OTAN et l'affaiblir encore davantage. En fait, on a déjà Meloni, la première ministre italienne, qui dit qu'il faudrait peut-être commencer à parler avec la Russie, et les Russes seraient ravis de discuter. Ils préfèrent s'entendre avec les Européens plutôt que l'inverse. Ils ne détestent pas les Européens, mais ce n'est plus quelque chose dont ils ont absolument besoin une relation avec eux. Donc la situation militaire sur le terrain en Ukraine, à mon avis, va se détériorer rapidement. Ce que nous voyons maintenant, c'est que tout cela va s'accélérer. La Russie va terminer de chasser les soldats ukrainiens du Donetsk, et elle aura alors bien progressé. En fait, en ce moment, il se trouve à environ 20 km de Zaporizhia, cette immense ville, la même situation à Soumy. Ils en sont donc au point où ils pourront encercler et envelopper Zaporizhia, Dnipro, Dnipropetrovsk et Soumy. Et tout à coup, 3 grandes villes ukrainiennes risquent d'être perdues. À ce stade, Poutine a clairement indiqué que l'accord actuellement sur la table serait remplacé par un nouveau, ce qui signifie que s'ils occupent Dnipropetrovsk, Soumy et Poltava, alors ces oblasts auront la possibilité de voter pour devenir une partie de la Russie. Oui, Zelensky vient tout juste, je crois que c'était il y a quelques heures, de faire une déclaration selon laquelle la tactique des Russes maintenant consiste à paralyser, c'est à peu près ces mots, à paralyser les villes ukrainiennes. Donc, si les villes sont paralysées, comme on le voit actuellement avec Kiev, alors en substance, le pays s'arrête et la guerre est terminée. Et comme vous l'avez dit, il ne s'agit que de Kiev.
Mais vu leur proximité actuelle avec des villes comme Sumy, Kharkiv et Zaporizhia, ce sont de grandes villes. Donc non, oui, Kiev est la plus grande, Kharkiv la deuxième. C'est quand même important. Donc désolé, une dernière question. Bien sûr. Quelle est alors la prochaine étape? Parce que les Européens ont été très clairs, ils ne sont pas prêts à mettre fin à cette guerre. Ils pensent que si la guerre se termine, cette immense armée russe pourra alors se déployer vers la mer Baltique ou quelque part le long de leurs frontières. Donc, à leurs yeux, il vaut mieux que la guerre continue. Mais s'il n'y a aucune volonté de mettre fin au conflit, eh bien, que pourraient-ils faire? Et vous savez, les États-Unis sous Trump avaient un ton plus conciliant. Ils voulaient conclure un accord et tout cela. Mais malgré tout, les agences de renseignement, ce n'est pas comme si elles allaient être chassées d'Ukraine sans se battre. La CIA ne va nulle part. Alors que se passerait-il, je suppose, le lendemain? Disons que l'Ukraine capitule demain. À quoi cela ressemblerait-il réellement? Y aurait-il différentes factions à l'intérieur du pays qui se retourneraient les unes contre les autres? Y aurait-il une guerre civile? Comment cela se déroulerait-il? Enfin, il semble qu'un tout nouvel ensemble de problèmes apparaîtrait dès le lendemain. Eh bien, la clé de tout cela sera de savoir qui contrôle les armes, qui détient l'armée, qui aura encore la capacité de mener des opérations militaires ou paramilitaires en Ukraine. Ce seront eux qui prendront les décisions. Et vous savez, la Russie est assez avisée pour comprendre qu'elle devra traiter avec eux. Et s'ils doivent les tuer, ils les tueront. C'est la même chose que ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. J'ai vu un commentaire fascinant d'Abdi Aladinov. Et j'ai la chance de considérer Abdi comme un ami. Il était assis devant un drapeau qui symbolise à la fois sa foi islamique et le drapeau national russe. C'est avant tout un patriote russe. Mais il réagissait à l'arraisonnement de ce navire, le Marinera, qu'il a essentiellement perçu comme une provocation directe, une attaque directe contre la Russie à laquelle il faudra répondre. Je pense que la prochaine étape sera encore que la Russie limite ses opérations militaires à l'Ukraine. Cependant, je ne serais pas surpris de les voir s'adresser aux États-Unis en disant « Nous vous mettons en garde pour la suite. Tout avion de reconnaissance américain dans la mer Noire ou le long de nos frontières sera une cible légitime et nous l'abattrons. Donc, si vous continuez à en envoyer, nous les abattrons. Nous vous mettons en garde. » Et déployer des forces sur des navires battant pavillon russe qui résisteront à toute tentative des États-Unis de monter à bord de ces navires. Cela va aggraver la situation et les États-Unis pourraient tenter de riposter. Je pense donc qu'il existe un risque important, à la fois que cela dégénère en confrontation militaire, et aussi concernant ce qui se passera lorsque les États-Unis et Israël attaqueront l'Iran. La Russie entretient désormais une relation militaire plus étroite que jamais pour aider l'Iran à se défendre. Nous avons donc appelons-les deux grands barils de poudre, ouverts, et nous nous promenons en fumant des cigarettes et en jetant des cendres. C'est un comportement dangereux à proximité de poudre ouverte. Eh bien, c'est ce qui semble. Eh bien, le scénario dangereux maintenant, c'est qu'à mesure que la guerre touche à sa fin, le camp perdant, c'est-à-dire l'OTAN, et bien sûr l'Ukraine aussi, deviendra plus désespéré. Pendant ce temps, les Russes pourraient être, eh bien, l'hubris pourrait aussi poser problème de leur côté. Ils pourraient devenir un peu trop audacieux. Mais au-delà de cette audace, tout le dispositif que nous avons eu au cours des 4 dernières années, comme « Oh, c'est une grande guerre », maintenant nous pouvons essentiellement utiliser l'Ukraine comme position de tir. Nous pouvons attaquer la flotte russe de la mer Noire. Nous pouvons lancer des missiles sur la Russie.
L'OTAN est-elle prête à renoncer à ce privilège une fois la guerre terminée? Il semble, comme vous l'avez dit, qu'à un moment donné, les Russes finiront plus ou moins par se demander « Pourquoi acceptons-nous que ces drones occidentaux survolent la mer Noire et choisissent des cibles pour nous frapper ?» Plus ils auront confiance dans leur combat contre le proxy occidental, plus ils auront confiance pour riposter contre nous, contre l'Occident. Bien sûr, l'Occident n'est pas une entité unique. Je suppose qu'ils essaieraient d'abord de punir les Allemands, par exemple, puisqu'ils ne possèdent pas d'armes nucléaires, qu'ils sont très méprisés, et qu'il est douteux que les Américains viennent à leur secours. Mais quelque chose va changer. Cela ne peut plus continuer ainsi. Eh bien, as-tu vu le commentaire de Merz? Je l'ai trouvé amusant. Il a dit oui, non, nous ne déploierons pas de forces allemandes en Ukraine sans la permission de la Russie. Je me suis dit, tiens, il n'est pas complètement fou. Il a reconnu que, tu sais, si tu as l'accord de la Russie, c'est une chose, mais si tu ne l'as pas, tu ne le fais pas. Ce qui, apparemment, est un message que Keir Starmer et son équipe n'ont pas encore compris. Oui, mais c'est cet argument normatif. Nous pouvons déployer des troupes en Ukraine parce que l'Ukraine est un pays souverain. Ils nous invitent, donc la Russie ne peut rien dire. Je veux dire, cela semble moralement juste et correct, mais c'est notre projet depuis 30 ans. Créer une Russie sans l'Europe. Nous avons fait en sorte que la Russie ne participe à aucune des grandes institutions européennes, que ce soit l'UOPE, l'OTAN ou tout ce qui définit l'Europe. Et maintenant, elle n'a plus de voix. Alors nous pouvons faire comme si la Russie n'existait pas. Le problème, c'est que la Russie va s'affirmer autrement. Cette idée selon laquelle nous n'avons pas besoin de la permission de la Russie. Eh bien, en quelque sorte, si. Si vous n'avez pas cette permission, vous serez accueillis par des orchniks. Je ne comprends pas cette classe politique. Je pense qu'il faut rappeler l'ancienne garde de la guerre froide. Ces dirigeants, au moins, ils avaient un peu de bon sens et la capacité de montrer un certain respect pour la guerre et pour leurs adversaires. Eh bien, encore une fois, repensez-y. Ils sortaient d'une guerre terriblement destructrice. Ils avaient perdu des amis et de la famille. Ils avaient vu leur pays dévasté. Ils savaient quel en était le prix. Ce n'était pas une construction théorique. C'était réel, c'était concret, et ils savaient qu'ils ne voulaient pas reprendre ce chemin. Ils avaient donc une forte motivation à dire « Mettons en place des règles de vie sur lesquelles nous serons tous d'accord, ne dépassons pas ces limites. Restons à l'intérieur de ces lignes pour éviter une autre guerre. » Ce à quoi ils sont confrontés aujourd'hui avec Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout guidé par cela. Il est hors de contrôle. Eh bien, nous ne tirons pas les leçons de l'histoire, et je suppose que c'est là la principale malédiction dont beaucoup parlent. Chaque génération doit apprendre par elle-même les horreurs de la guerre. À mesure que la génération de la Seconde Guerre mondiale disparaît, il ne reste plus personne ayant une mémoire vivante de ces horreurs. Au cours des 30 dernières années, la guerre a été quelque chose qui arrivait à d'autres, loin d'ici. Oui, je pense que cette génération va comprendre que la guerre signifie des orechniks tombant sur nos villes. Mais j'ai déjà posé pas mal de questions pour conclure. Alors je veux simplement vous remercier sincèrement d'avoir pris le temps. J'apprécie toujours tes dernières questions. Elles sont toujours perspicaces. Continue ton excellent travail. J'ai particulièrement aimé ta conversation avec Sergei Karaganov. Je l'ai trouvée très éclairante. Merci, j'apprécie. Et pour ceux qui écoutent, je laisserai un lien vers cette conversation dans la description. Merci donc Larry, et passe un excellent week-end. Très bien mon ami, prends soin de toi. Au revoir.